Bonjour. Je voulais juste en préambule confirmer ce que disait Elisabeth Gaillon. J'ai fait l'INTD dans les années 85 et effectivement nous avions une forte proportion puisque plus d'un tiers de la promotion était scientifique. Plus d'un tiers de la promotion était scientifique et nous avions un pharmacien et un médecin dans la promotion. Donc c'est vrai que et il y avait à l'époque une filière commune pour la documentation et la veille, et ensuite on se séparait en groupe économique, groupe culture et sciences humaines et groupe scientifique où nous faisions des parcours spécifiques pour aller voir les centres de recherche scientifiques et les entreprises privées scientifiques. Voilà, mon propos aujourd'hui, c'est l'innovation en veille. Donc c'est bien de parler de l'innovation dans le domaine de la veille et de voir un petit peu quelles sont les pistes, les tendances actuelles. Donc la veille dans le domaine, l'innovation dans le domaine de la veille, elle est constante et visible au travers de nombreux items, par exemple les outils. On a vu ce matin Jean-Michel Carreil développer toutes les problématiques de cartographie de brevets, donc avec son outil Intellixir, mais il y a aussi d'autres outils comme les outils de text mining ou les outils qui sont ciblés sur le web 2.0 ou les réseaux sociaux. On avait dans le précédent colloque Alain Garnier et Jérôme Bondu qui ont parlé énormément de ces problématiques d'analyse des réseaux sociaux. On a aussi de l'innovation en veille dans des services et produits qui sont mis en place dans les entreprises. Je veux parler par exemple de la cartographie de réseaux d'experts. C'est des choses que nous faisons à l'intérieur des centres de recherche. On nous demande aussi de mesurer l'empreinte des publications scientifiques de nos centres de recherche. Donc nous développons des méthodologies spécifiques, de surveiller l'e-réputation, de faire des benchmarks concurrentiels. On voit aussi de l'innovation dans les modes d'organisation des services de veille. Des organisations centralisées, nous sommes passés à des organisations plutôt décentralisées, voire même intégrées directement aux équipes projets de R&D. Et puis aussi dans les modèles économiques qui soutiennent ces services de veille. Donc on a eu dans certains cas des financements qui sont des financements à la prestation, donc nos clients internes financent nos prestations, ou bien des contributions au prorata du chiffre d'affaires des business units qui nous payent, et puis des sous-traitances partielles. Donc l'effervescence autour des sujets est déclinée dans les congrès, donc je ne reviendrai pas en détail là-dessus. Dans les salons ou dans les formations qui sont dispensées tant au niveau régional que national, je voudrais citer par exemple IES qui fait un travail considérable pour donner une idée des pratiques de veille concrètes, mais aussi vous avez la semaine prochaine IExpo qui va en parler. Même l'IHEDN s'est mis à proposer des formations dans le domaine de la veille et l'intelligence économique. Et puis il y a aussi les chambres de commerce, les aristes qui font un travail de terrain assez considérable régionalement. L'INTD, la DBS et d'autres montrent que la veille, que l'innovation dans la veille est omniprésente, et donc nous avons une interconnexion très importante. Aujourd'hui, le contexte de la compétition s'intensifie dans nos entreprises, et donc la veille et la gestion des connaissances doivent accompagner évidemment cette démarche d'innovation des entreprises pour apporter la contribution de la veille et de la gestion des connaissances à la création de valeur globale et durable pour nos entreprises, qui veut dire en bref pour nous, veilleurs et gestionnaires des connaissances, peut-être des nouveautés et même d'explorer de nouveaux territoires qui sont peut-être un peu moins techniciennes, de faire bouger quelques lignes, de saisir des opportunités actuellement et peut-être de se repositionner. C'est pourquoi mon discours aujourd'hui ne sera pas tellement autour des produits et des outils de veille, mais plus une dimension peut-être organisationnelle. Donc je vais aborder 3 points. D'une part, dans nos entreprises, renforcer la proximité avec nos clients pour aboutir vraiment à un vrai travail collaboratif autour de l'innovation. Peut-être modifier notre attitude de veilleur
veilleur et passer d'une image peut-être un peu trop technicienne vers une image et un rôle de facilitateur, et puis de développer des relations avec nos fournisseurs et nos prestataires qui sont vraiment nos partenaires, d'aller vers plus de partenariats. Alors, premier point, renforcer la proximité avec nos clients pour aboutir à un vrai travail collaboratif. On a tous fait dans nos centres de veille ou d'intelligence économique ou de documentation, peu importe, des analyses de besoins, des enquêtes de besoins. Aujourd'hui, il va falloir affiner un peu plus le profil de nos clients, être plus proche d'eux. Donc, intégrer au profil de nos clients l'aspect nomade ou sédentaire, iPhone ou portable, iPad ou papier, c'est-à-dire intégrer les nouvelles technologies, mais aussi aller plus profondément dans leur rôle dans l'entreprise, dans leurs priorités. Ça veut dire, quel est le rôle de mon client dans l'organisation? À qui répond-il? Quelles décisions prend-il? Quels sont ses enjeux? Quels sont ses réseaux internes et externes? Et ses sources d'informations les plus utilisées. Donc je veux dire par là qu'il faut être beaucoup plus proche de nos clients et même être au contact de nos clients en intégrant la vie des projets, en étant plus proche des équipes projets. Ça veut dire nous aussi prendre peut-être un peu plus de risques et identifier la place de l'information extérieure, celle que traditionnellement nous apportons, versus l'expertise interne. Et puis développer avec nos clients une relation de confiance, de transparence, notamment sur le coût et le temps passé versus l'exploitation réelle de nos délivrables. C'est très important. Et enfin, co-construire, trouver les complémentarités avec nos clients, sur quels sujets et dans quels objectifs, avec quelle méthodologie pouvons-nous construire ensemble avec les équipes projets et apporter plus de valeur, parce que c'est là vraiment le cœur de notre raison d'être, je dirais, apporter plus de valeur pour l'entreprise. En bref, pour les métiers de la veille et de la gestion des connaissances, plonger dans la réalité opérationnelle de nos entreprises, prendre des risques, s'exposer à la réalité de l'utilisation de nos délivrables au sens utilisabilité, et être en synergie avec nos clients, proactifs, faire émerger un vrai travail d'équipe pour soutenir l'innovation dans nos entreprises. Le deuxième point, c'est modifier notre attitude de veilleur. D'une image peut-être un peu bloquée sur la partie technique, c'est-à-dire la connaissance de bases de données, la connaissance des outils, du traitement de l'information, du process, du cycle de vie de l'information. Je pense qu'on a tous, dans tous les congrès de veille, on voit alternativement ces notions. Évidemment qu'il faut grandir et il faut faire grandir notre expertise en sciences de l'information. C'est vraiment le prérequis incontournable, d'autant que l'information évolue dans son contenu, mais aussi dans sa forme. Boileau disait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est le cas de la veille. Il faut effectivement adapter notre activité à la dématérialisation, aux nouveaux comportements de lecture, aux nouveaux médias, aux nouveaux outils. Mais nous devons apporter aussi des notions que j'ai entendues ce matin, par exemple, apporter de la transversalité dans les savoirs internes. C'est vrai qu'on a eu la bonne idée au sein des entreprises de développer les communautés de pratique pour faire émerger les best practices dans des communautés de pratique. C'est très bien. Et aussi d'avoir des experts dans certains domaines. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte, après le cloisonnement suivant les business units, maintenant on a des cloisonnements entre les communautés de pratique, et peut-être nous, en ayant une vision un peu hélicoptère des besoins en veille, on peut apporter aussi ce décloisonnement et faire connaître, faire du lien, faire connaître et valoriser les pépites de savoir interne, plutôt que d'en recréer d'autres et de participer à l'infobésité, de favoriser la contagion des idées, de faciliter l'accès à l'information utile et actionnable, et de fluidifier sa circulation. Et puis,
un travail important pour nous, c'est de protéger, au sens vraiment prendre soin des savoirs internes, focaliser l'attention sur les documents essentiels, utiles à l'action et la décision. C'est ceux-là qui ont nécessité le plus de matière grise, donc c'est ceux-là qui ont la plus haute valeur ajoutée, donc accompagner leur structuration et leur consolidation. En bref, pour nos métiers, augmenter l'impact de la veille et de la gestion des connaissances. On a vu, Elisabeth en a parlé juste avant, mais je crois que c'est vraiment primordial aujourd'hui dans nos entreprises, pas seulement gérer l'info extérieure, mais aussi prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis enclencher une dynamique de l'intelligence collective. On l'a entendu ce matin. Je voulais vous proposer une définition qui est donnée par Pierre Lévy, qui est un sociologue en sciences de l'information et de la communication. Donc Pierre Lévy qui dit « L'intelligence collective permet de valoriser la diversité des connaissances, des compétences et des idées qui se trouvent réunies dans un collectif. Elle n'est pas à la fusion des intelligences individuelles dans une sorte de magma communautaire, mais au contraire la mise en valeur et la relance mutuelle des singularités. » C'était juste pour vous donner un point de vue de sociologue qui corrobore un petit peu le sentiment des veilleurs et des gens qui font de la gestion des connaissances aujourd'hui. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est le développement des relations avec nos fournisseurs et prestataires vers plus de partenariats. En effet, ces fournisseurs d'informations, ces agrégateurs de contenu, fournisseurs de plateformes de veille et d'outils, ils nous ont beaucoup écoutés, ils ont beaucoup développé des outils, mais il faut, nous, aller plus loin dans la remontée de nos besoins pour orienter vraiment le développement des sources d'information. Il n'y a plus le temps de développer des choses en interne, il faut profiter de ce partenariat et aller plus loin dans le partenariat. Et avec les prestataires, construire des référentiels de prestataires sur des critères objectifs, le savoir-faire des prestataires, leur savoir-être, mais aussi la qualité des livrables par rapport au cahier des charges qu'on leur soumet, les délais, la réactivité, les coûts, donc construire sur du long terme et pas sur du one-shot comme on a un petit peu tendance parfois à faire dans les entreprises. Tout ça pour mieux maîtriser en interne les charges de travail. Nos équipes ne sont pas en expansion actuellement, donc il faut s'appuyer vraiment sur le partenariat et maîtriser la charge de travail, les coûts et la gestion des besoins internes. Donc en bref, nos fournisseurs et nos prestataires référencés nous accompagnent depuis longtemps dans la gestion des flux croissants d'informations et même de désinformation, dans la gestion de la multiplicité des formats et des langues, et pour développer de nouvelles méthodologies d'analyse de l'information, mais aussi de diffusion de cette information sur de nouveaux supports. Donc progressons ensemble vers un partenariat. Et pour résumer cette intervention, je vous propose un nuage de mots-clés que j'ai essayé de faire le maximum en français. Malheureusement, il y a des expressions qui sont plus courtes en anglais. Et donc, autour de ces métiers de la veille, donc customer-centric, évidemment très proche de nos clients internes, de nos équipes internes de projet. J'aime bien aussi le terme de knowledge gardening, parce que je crois qu'en interne, on a aussi à conserver et à faire grandir ce patrimoine, ce savoir-faire. Artisan de l'intelligence collective, c'est un terme qui est aussi utilisé, et puis être proactif, anticiper, dépasser les limites. Il faut qu'on change un petit peu notre position, notre zone de confort de veilleur pour aller plus loin, co-construire, amener de la transversalité et augmenter notre impact. Voilà. Et pour terminer, je pense que pour faire ce métier, il faut être passionné, expert, mais aussi apprenti. On apprend toujours des autres, de nos clients notamment, ouvert et curieux. Et pour accompagner l'innovation dans l'entreprise,
La veille et la gestion des connaissances sont primordiales et aussi être résolument, contre vents et marées, être résolument optimiste. Voilà, je voulais remercier le groupe Vie d'Île-de-Sciences qui m'a permis d'intervenir et plus particulièrement Caroline Fayol qui m'a accompagnée dans la présentation et Anne-Marie Liebman de FLA Consultant et Nicolas Dubuc de Michelin avec qui j'ai échangé sur ce sujet. Et à la fin de ma présentation, vous avez quelques références bibliographiques, notamment Quelle tendance pour la veille en 2011, le livre blanc qui vient de sortir et qui est disponible sur Internet, le numéro de documentaliste évidemment, quelques interventions de mes collègues de pharmacie, notamment Bristol Myers Squibb, qui réfléchit beaucoup au positionnement des métiers de la veille, et puis un livre qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Des abeilles et des hommes, passerelle pour un monde libre et durable. Je vous conseille la lecture de ce livre qui fait référence énormément à l'intelligence collective, au réseau, aux nouvelles technologies de l'information et à la création de liens. Merci de votre attention. Please visit us at www.agc.edu